Voici le Citicorp Center. À l'été 1978, moins d'un an après son ouverture, l'ingénieur structure du bâtiment, Bill Le Messurier, fit une découverte des plus inquiétantes. Son gratte-ciel ultra-moderne, une merveille d'ingénierie, avait une faille fatale. Des vents de seulement 110 km/h pouvaient provoquer son effondrement au beau milieu de Manhattan, tuant potentiellement des milliers de personnes. Plus de 200 000 personnes vivaient et travaillaient dans les environs. Et la saison des ouragans n'était qu'à quelques semaines. Et me voilà, le seul homme au monde à savoir cela. Ce truc est en grand danger. Le Messurier faisait face à un choix radical. Il pouvait se taire et espérer le meilleur, ou tenter de réparer et risquer la ruine professionnelle et une panique générale. Mais le Citicorp Center avait une probabilité de 100% de s'effondrer avant la fin du siècle. Comment pouvait-il sauver New York d'un désastre quasi certain? Et comment cela avait-il été autorisé dès le départ? Le producteur de Veritasium et ingénieur Henry Van Dyck s'est rendu à New York pour enquêter. Donc, dans les années 1960, le géant financier Citicorp cherchait à construire un nouveau siège à Manhattan. Juste en bas de la rue depuis leur ancien siège, un pâté de maisons entiers était à vendre. Enfin, tout sauf cette église, St. Peter's. Citicorp est donc allé voir le pasteur, Ralph Peterson, et a demandé « Que faut-il pour que vous partiez ?» Et il a répondu « On ne partira pas. » Tout ce que Citicorp construit doit inclure l'église. Ce que le pasteur voulait, c'était que l'église ait sa propre identité distincte. Ils ont donc fini par se mettre d'accord sur deux choses. La première était de remplacer cette vieille église gothique délabrée par une toute nouvelle que vous voyez ici. Et la seconde, c'est que l'église devait être physiquement distincte de la tour. En d'autres termes, elle devait être totalement indépendante. Et surtout, les 2/3 de l'espace au-dessus de l'église devaient rester libres. Il fallait que ce soit ouvert. Citicorp engagea alors l'architecte Hugh Stubbins pour concevoir la tour et l'église, et Bill Le Messurier comme ingénieur structure. Stubbins expliqua les contraintes. L'église devait rester exactement à sa place et la tour devait être construite autour. Pour maximiser la surface de plancher, il fallait évider un coin de la tour pour l'église. Le Messurier accepta que cela puisse marcher. Mais pourquoi ne pas évider 2, 3, voire les 4 coins, construisant ainsi la tour sur pilotis? C'est probablement la première fois dans l'histoire qu'un ingénieur propose à un architecte de compliquer les choses. Les pilotis serviraient 2 objectifs principaux. D'abord, supporter au moins la moitié du poids de la structure. Le reste serait soutenu par une colonne centrale plus massive. Ensuite, ils devraient résister à la charge due au vent violent. Mais contrairement à une structure classique, les pilotis ne seraient pas au coin. Ils seraient au centre de chaque face. Imaginez une chaise et au lieu d'avoir les pieds au coin, ils sont au milieu de chaque côté. Évidemment, ce n'est pas une situation idéale. Cela ne semble pas très stable. Exactement. Cela posait un vrai problème d'ingénierie. Alors que le Messurier réfléchissait au problème, il eut soudain un éclair d'inspiration. Il attrapa une serviette et dessina une idée. Il dessina 6 niveaux de renfort en diagonale sur chaque face de la tour. Ces chevrons allaient transférer les forces vers le centre de chaque face et jusqu'au pilotis. Maintenant, il faut comprendre la charge gravitationnelle, d'accord? Mais voilà l'astuce. La charge descend dans la colonne. Quand elle atteint le renfort, elle doit pouvoir s'y transférer. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que vous retirez cette colonne, là. Il n'y a aucun moyen que la charge puisse sauter pour atteindre l'autre colonne. Et maintenant, les charges descendent dans les renforts. Elles arrivent ici en bas, puis continuent leur descente. Vous enlevez cette colonne. Il n'y a plus qu'un seul chemin dans le renfort. En retirant les colonnes en haut et au milieu de chaque chevron, chaque niveau agissait comme une unité distincte. Elles étaient uniquement reliées au renfort et au noyau central. Donc, tous les 8 étages, la moitié de la charge gravitationnelle passait obligatoirement par les chevrons vers les colonnes médianes, puis vers les pilotis. Pouvez-vous me dire à quel point cette idée était novatrice? Oui, ce système en particulier était totalement unique, dicté par l'emplacement des colonnes et les contraintes du bâtiment. Satisfait que les chevrons transmettent la charge gravitationnelle, le Messurier se concentra sur le second problème, le vent. Quand le vent frappe le côté gauche d'un bâtiment normal avec des colonnes d'angle, toute la structure se déforme comme ceci. Pour réduire cette déformation, on peut renforcer ces jonctions. Mais il y a une meilleure solution.
Parce que les poutres et les colonnes, elles sont bien plus résistantes à la compression ou à la traction qu'aux efforts de flexion. Donc si on ajoute des renforts diagonaux, ils peuvent supporter cette charge horizontale. Les poutres agissent un peu comme des ressorts, et lorsqu'elles sont comprimées, elles poussent sur les jonctions. Lorsqu'elles sont étirées, elles tirent vers l'intérieur. Avec des renforts comme ceci, le vent comprime cette diagonale et étire celle-ci. La colonne de gauche est tirée vers le bas en traction, et celle de droite pousse vers le haut en compression. Là où les renforts se rejoignent, ils poussent tous les deux la poutre inférieure vers la droite. Cela étire le côté gauche et comprime le côté droit. Mais cet étage est le sommet du chevron suivant. Donc cette section inférieure porte la force de l'étage au-dessus et la charge du vent latéral normale. Et cela se reproduit à chaque chevron, donc la charge du vent augmente à mesure qu'on descend dans le bâtiment. Mais Citicorp ne peut pas avoir de colonne au coin à cause de la charge gravitationnelle. Donc avec le vent, tout ce triangle veut tourner comme ceci. Et pour empêcher cela, ce chevron est tiré vers le bas en traction. Et le chevron opposé pousse vers le haut en compression. Les poutres supérieures et inférieures sont à nouveau soumises à la compression et à la traction. La charge du vent fait alors le tour complet du bâtiment, donc chaque chevron contribue à transmettre cette charge au niveau inférieur. Quand on parle de gratte-ciel, à quel point le vent est-il important ? Si on construisait un gratte-ciel ici, fait de tous ces éléments, vous poussez avec votre téléphone, vous exercez une certaine force. Mais ensuite, vous poussez aussi sur mon téléphone, et votre téléphone pousse aussi sur le mien, et c'est cela qu'on appelle le cisaillement du bâtiment, le building shear. Ce cisaillement augmente à mesure qu'on descend dans le bâtiment. Au 20e ou au 10e étage, la force est moindre qu'au 60e. Mais le 10e étage supporte tout ce qui se trouve au-dessus. Donc il supporte bien plus que ce qui se passe au 60e. Ces chevrons étaient donc essentiels dans la conception de Lemaissurier. Mais les renforts étaient gigantesques, presque 40 mètres de long d'un bout à l'autre. Donc, même si on pouvait fabriquer un tel renfort en acier, il aurait été impossible de le faire entrer dans Manhattan. Ils ont donc été envoyés en pièces détachées pour être soudés sur place. Le système de chevrons a résolu les problèmes de charge du vent et de gravité, mais il a aussi créé un autre problème. Grâce au système de chevrons, ils ont pu économiser beaucoup d'argent et de poids. C'était une structure plus légère que la plupart des autres bâtiments de New York. Elle pesait 22 livres par pied carré, ce qui est très léger. Malheureusement, cela rendait le bâtiment sujet aux oscillations. Il pouvait bouger avec le vent. Ce n'était pas nécessairement un problème structurel, mais cela pouvait être inconfortable pour les occupants. La solution simple aurait été d'ajouter plus d'acier de structure pour le rendre plus rigide. Mais Lemaissurier a trouvé une solution bien plus élégante. Il a adopté un dispositif couramment utilisé dans les ponts, les lignes électriques et les navires, mais jamais auparavant dans un bâtiment. Un amortisseur harmonique accordé, ou TMD. Nous sommes ici dans les laboratoires Stark, et je ne suis pas avec Iron Man, mais avec la Columbia Space Initiative, une équipe d'étudiants qui nous a aidés à construire ce système d'amortisseurs harmoniques impressionnant. Nous allons utiliser ce chariot pour représenter un bâtiment. En le tirant en arrière puis en le relâchant, on excite sa fréquence de résonance. Ensuite, on ajoute un petit pendule, une tige d'aluminium avec une masse au bout. À mesure que le bâtiment oscille, il transfère une partie de son énergie cinétique au pendule qui se met à osciller. Puis une partie de cette énergie est dissipée par la friction au niveau de la charnière. Le pendule et le bâtiment oscillent entre oppositions de phase. Donc à chaque fois que le bâtiment tire le pendule dans une direction, plus d'énergie est dissipée, amortissant ainsi fortement le balancement de la tour. Mais ce système doit être soigneusement accordé pour avoir la même fréquence que le bâtiment et la bonne quantité de friction. D'abord, la masse doit représenter au moins 1 à 5% du poids du bâtiment pour être efficace. Et on règle la fréquence du TMD en ajustant la longueur du pendule. Je suppose que les ingénieurs font des calculs autour de ça, mais nous, on le fait au ressenti. Deuxièmement, en desserrant ou en serrant le boulon, on peut ajuster l'amortissement. Il faut dissiper plus d'énergie via la friction à la charnière pour stopper le balancement plus rapidement. On serre juste ce boulon supérieur pour ajouter un peu plus de résistance au système. Et voyons maintenant si on peut l'amortir davantage. Très différent, oui. Oui, c'était super. Ça s'est arrêté très vite. Oui, C'est cool quand une expérience fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas.
Il existe plusieurs types de TMD, des pendules, des colonnes de liquide ou une grosse masse sur ressort. Le Messurier a utilisé ce dernier type dans le Citicorp. Ce que vous voyez, c'est une masse de béton de 9 mètres de côté, d'environ 2,50 mètres d'épaisseur et pesant 400 tonnes. Il a été installé au dernier étage et on le surnomme affectueusement le gros bloc de fromage. Quand le Citicorp penche d'un côté, le bloc commence à se déplacer dans la même direction. Une partie de l'énergie est dissipée par des amortisseurs visqueux séparés. Les oscillations du Citicorp sont amorties par ces pertes d'énergie, car le bloc oscille en décalage de phase par rapport au mouvement du bâtiment. Le Messurier s'attendait à ce que l'amortisseur réduise l'amplitude du balancement d'environ 50%, et il a économisé environ 4 millions de dollars en n'ayant pas besoin de 2800 tonnes supplémentaires d'acier de structure. Avec à la fois les chevrons pour canaliser les forces vers les pilotis et le TMD pour réduire le balancement, le Messurier était convaincu que le bâtiment était solide. Le jour de l'inauguration du Citicorp Center en 1977, c'était le 11e plus haut bâtiment du monde. La presse l'a décrit comme une prouesse acrobatique d'architecture. Plus tard, l'American Institute of Architects lui a même décerné un prix d'honneur, le qualifiant de véritable tour de force, une silhouette élégante dans la ligne d'horizon, et pour le piéton, une imposante masse en porte-à-faux flottante. Alors, tout va parfaitement pendant des années, non? Eh bien, ça se passe bien pendant environ 1 an. Mais les premiers signes de problème sont apparus en mai 1978. Le Messurier discutait avec un autre client à propos du soudage de chevrons similaires. L'architecte et le fabricant d'acier lui ont demandé « Dis-moi, ces renforts soudés, ça a bien marché ?» Il trouvait là que ça semblait exagéré. Et le Messurier dit « Oui, c'était bien. Laissez-moi appeler mon équipe à New York pour vérifier. » Alors, il appelle son bureau à New York et ils lui répondent « Oh Bill, tu ne savais pas ? Nous avons boulonné ces connexions. » L'entrepreneur avait proposé d'économiser 250 000 $ en utilisant des boulons au lieu de soudure pour fixer les renforts. Et le cabinet de Le Messurier avait accepté. Il n'y a rien qui dise qu'un boulon est intrinsèquement meilleur ou pire qu'une soudure. On les utilise dans des contextes différents pour des raisons différentes. Mais c'est un peu surprenant de l'apprendre ainsi. Je pensais que les connexions de ce gratte-ciel révolutionnaire, cette prouesse unique d'ingénierie structurelle, étaient faites d'une certaine manière, mais apparemment c'est une autre méthode qui a été utilisée. Mais si les renforts vont dans ce sens, où pourraient-ils aller d'autres? Vous n'avez besoin d'une soudure que si les renforts vont dans l'autre sens. Puisque la charge gravitationnelle comprimait toujours les renforts, certains chevrons n'étaient en tension que sous des vents très violents. Et même dans ce cas, ce n'était pas une tension très forte. Le Messurier faisait confiance aux calculs de son équipe, et la substitution semblait acceptable, logique même. Mais environ 1 mois plus tard, le Messurier a reçu un appel d'un étudiant qui voulait poser des questions sur le Citicorp Center. Et son professeur lui avait dit « Cet ingénieur ne sait pas ce qu'il fait. On ne devrait jamais mettre les colonnes au centre. Elles doivent être dans les coins. C'est ridicule. » Et j'ai dit à l'étudiant « Eh bien, ton professeur dit n'importe quoi, mais il ne comprend pas le problème que nous devions résoudre. » Le Messurier a passé en revue les calculs avec l'étudiant pour le rassurer sur la position correcte des pilotis. Mais ce qui est intéressant, c'est que, dans ce moment-là, il commence à réfléchir aux charges de vent venant de toutes les directions. À la fin du printemps ou au début de l'été 1978, Bill le Messurier travaille sur l'hôtel Back Bay Hilton, dont le plan est un triangle, pas un rectangle. Avec un triangle, quelle est la direction orthogonale? Il faut simplement abandonner cette idée et dire « on va l'analyser dans toutes les directions ». C'est à ce moment-là que Bill le Messurier reçoit cet appel téléphonique. Je l'ai rappelé ensuite et je lui ai fait remarquer qu'il y avait des choses étranges dans ce bâtiment. Le pire cas de charge n'était pas en diagonale, mais le vent classique auquel tout le monde pense, celui qui pousse droit sur la façade du bâtiment. C'était ça, le cas critique. Il a dit « Tu sais quoi? Je reçois plein d'appels là-dessus. Je vais m'asseoir et tout réanalyser. » Il décida de vérifier ce qui se passait avec le bâtiment si le vent frappait un coin, et non directement l'une des faces. Ces vents sont aussi appelés vents de 3/4. Il divisa donc le vent en ses composantes perpendiculaires, de sorte que le côté ouest et le côté nord soient soumis à la force divisée par la racine carrée de 2. Il calcula les forces pour chaque côté, comme nous l'avions fait précédemment, et additionna les résultats. Mais il remarqua alors quelque chose d'étrange.
Quand on regarde les diagonales, la contrainte dans la moitié d'entre elles disparaît, tandis qu'elle double dans l'autre moitié. Comme la force sur chaque côté était F sur racine de 2, ces poutres reçoivent le double de cette force. Comparé au calcul de Lemaiurier pour un vent perpendiculaire, les forces ici sont supérieures de 40%. Donc, 1,4 à lui seul ne suffit pas à causer un désastre, d'accord? Peut-être, mais peut-être pas. Alors la question est, que se passe-t-il? Cette augmentation des forces n'aurait pas eu d'impact dans la conception d'origine puisque les chevrons étaient entièrement soudés. Mais ce n'était plus le cas. Lemaiurier s'est souvenu de son appel précédent. Les soudures des chevrons avaient été remplacées par des boulons. Comment son équipe avait-elle calculé le nombre de boulons par jonction? Ont-ils pris en compte les vents de 3/4? C'est bon, qu'est-ce que c'est les barrecs là, hein? Ce serait un miracle s'ils y avaient pensé jusqu'à envisager le vent diagonal. Ce n'était tout simplement pas dans les habitudes de quiconque. Donc j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Je n'ai pas paniqué tout de suite, mais j'ai décidé d'aller à mon bureau à New York. Lemaiurier a demandé les plans du bâtiment et a scruté toutes les connexions. Il a examiné comment son cabinet avait calculé le nombre de boulons. Il ne faisait aucun doute qu'ils avaient pris en compte uniquement un vent perpendiculaire, pas un vent diagonal. Même si la vitesse du vent est la plus élevée au sommet de la tour, le cisaillement du vent augmente à mesure qu'on descend. À mi-hauteur de la tour, cette poutre de renfort subit une charge de vent perpendiculaire de 454 tonnes. En raison des colonnes omises, toutes ces poutres portent la même charge gravitaire, soit 340 tonnes, provenant des 8 étages au-dessus. La charge gravitationnelle s'accumule dans la colonne centrale, pas dans les renforts. Ce qui veut dire qu'il y a 114 tonnes de tension dans ce renfort. Si chaque boulon peut supporter environ 28 tonnes, il faudrait alors 4 boulons. Les calculs originaux disaient que 4 boulons suffisaient, donc c'est ce qu'ils ont utilisé. Mais lorsqu'il ajouta les vents de 3/4, les calculs de Lemaiurier montrèrent qu'il y avait des poutres qui nécessitaient bien plus de boulons. Cette partie précise du bâtiment, que je peux vous montrer dans mes calculs, est juste ici. Et Bill Lemaiurier parlait du 30e étage. Je me suis toujours demandé pourquoi le 30e étage. L'augmentation de 40% due au vent de 3/4 signifie que cette poutre supporte une charge de vent de 635 tonnes. La tension dans le renfort est maintenant de 295 tonnes, plus du double du calcul initial. Donc ces renforts ont en réalité besoin d'environ 10 boulons, pas 4. Mais ensuite, il s'est avéré qu'ils avaient fait autre chose. Le cabinet de Lemaiurier considérait les renforts comme des éléments structurels secondaires. Ils n'avaient pas utilisé le bon facteur de sécurité pour calculer le nombre de boulons. Ils auraient dû surestimer la tension dans le renfort en sous-estimant la charge gravitationnelle. Avec seulement 75% de la charge gravitationnelle, la tension dans la poutre monte à 380 tonnes. Ils avaient donc besoin de 14 boulons, mais n'en ont utilisé que 4. Là, on est dans une situation vraiment critique. Imaginez ce que pensait Bill Lemaiurier à ce moment-là. Vous voyez ce chiffre et vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est grave. C'est vraiment grave. » Lemaiurier a commencé à paniquer. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, alors il s'est envolé pour le Canada afin de vérifier ses calculs avec Alan Davenport à la soufflerie de couche limite. Après de nouveaux tests, ils ont découvert que c'était encore pire que ce que pensait Lemaiurier. L'augmentation estimée de 40% des contraintes était techniquement correcte, mais Lemaiurier avait fait ses calculs en supposant que le bâtiment ne bougeait pas. C'est ce qu'on appelle une analyse statique. Mais la soufflerie a fourni à Lemaiurier une analyse dynamique montrant comment les forces changent lorsque le bâtiment se déplace. À l'horreur de Lemaiurier, l'analyse en soufflerie montra que les contraintes pouvaient augmenter jusqu'à 60% de plus que ce qui avait été initialement anticipé. Lemaiurier s'est isolé dans le Maine et a repris les données de la soufflerie en les examinant point par point, étage par étage. Les jonctions les plus faibles se trouvaient au 30e étage du bâtiment. Si cela cédait, tout le bâtiment s'effondrerait. Mais quelles étaient les chances qu'une tempête assez forte pour faire tomber le bâtiment frappe New York? Lemaiurier a fouillé les rapports météorologiques historiques. En moyenne, une tempête assez puissante pour détruire le bâtiment survient tous les 67 ans. Mais seulement si l'amortisseur dynamique fonctionnait. Si une tempête coupait l'électricité, alors des vents de 110 km/h soufflant seulement pendant 5 minutes suffiraient à faire s'effondrer le bâtiment. Dans une année donnée, les chances qu'une telle tempête survienne étaient de 1 sur 16.
1 an avant l'achèvement de la Citicorp Tower, des rafales de 110 km/h ont traversé New York lorsque l'ouragan Belle est passé. Que pensez-vous que le messurier ait ressenti en faisant ses calculs? Oh, ça a dû être dévastateur. Je veux dire, ça a vraiment dû l'être. Je ne peux pas imaginer la peur. Je ne peux pas imaginer ce qu'il a ressenti. Je veux dire, ce devait être un moment qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Cette tour allait tomber de mon vivant. Et comme on était en juillet, elle pouvait tomber durant l'été 1978. Le messurier devait prendre une décision, et vite. Mais révéler cette erreur pouvait signifier poursuite, faillite et ruine professionnelle. Il pouvait se taire, seul Davenport était au courant, et il ne dirait rien. Ou il pouvait disparaître complètement. Dans une interview plus tard, il a avoué « Je me suis dit, je pourrais rouler sur l'autoroute à 160 km/h et foncer volontairement dans un pilier de pont. Ce serait la fin et tout ça disparaîtrait. » J'y ai vraiment pensé. Mais il y avait une chance sur 16 que l'immeuble s'effondre cet automne-là. Avec des milliers de vies en jeu, il n'y avait tout simplement pas d'autre choix que d'agir. Après avoir consulté quelques avocats et experts en ingénierie, le messurier a informé l'architecte Stubbins et ensemble, ils ont averti le président de Citicorp, Walter Wriston. Quelques heures après cette réunion, le messurier a obtenu des générateurs d'urgence pour l'amortisseur dynamique. Le TMD était initialement conçu pour stabiliser le balancement du bâtiment pour le confort, mais il est devenu maintenant son seul soutien. Le messurier a mis tous ses espoirs dedans. Il a appelé le plan de réparation confidentiel projet Pandora, mais cela sonnait trop inquiétant. Alors il a inventé le nom d'examen technique spécial d'événements inimaginables, ou en abrégé projet Sérène. Chaque nuit, les soudeurs entraient dans le bâtiment après le départ de tout le monde, arrachaient le placo-plâtre autour des poutres en chevron, puis soudèrent 2 plaques d'acier de 5 cm d'épaisseur et 2 mètres de long sur chaque jonction. Comme des pansements, littéralement des pansements des 2 côtés de ces jonctions. Ensuite, ils refermèrent le mur et nettoyaient tout avant le retour des employés le lendemain matin. Ils devaient souder plus de 200 jonctions et le messurier les a classées par priorité en commençant par ceux du 30e étage. Mais les réparations ne seraient pas terminées avant la saison des ouragans, alors Citicorp a travaillé avec la Croix-Rouge pour établir un plan d'évacuation sur 10 blocs. Combien de personnes étaient en danger dans le bâtiment? Et si celui-ci tombait, est-ce que ça affecterait d'autres immeubles? Est-ce que cela pourrait provoquer quelque chose d'encore plus catastrophique? Absolument, il se serait effondré. Et cela aurait fait basculer un autre bâtiment, qui aurait à son tour renversé un autre bâtiment, poursuivant ainsi un processus terrible. Il est impossible d'imaginer quelles auraient été les conséquences finales. Je veux dire, juste le plan d'évacuation concernait combien de personnes? Des milliers. Le bâtiment lui-même en abritait des milliers. Et puis les habitants et les commerces autour, cela faisait encore des milliers. Malgré les risques, ils ont décidé de ne pas informer le public, ni même les employés du bâtiment. Personne ne voulait déclencher de panique générale. À la place, ils ont installé des jauges de contraintes sur les éléments structurels importants. Les jauges surveillaient chaque déformation et torsion du gratte-ciel depuis un centre distant de 8 blocs. Au moins, cela leur donnerait un peu d'alerte. Mais ce plan nécessitait de nouvelles lignes téléphoniques et la compagnie ne pouvait pas les installer avant des mois. Ainsi, le président de Citicorp appela immédiatement le président d'AT&T et les lignes furent installées dès le lendemain matin. Mais même si le messurier a tenté de garder le projet Sérène secret, les gens ont commencé à poser des questions. Le 8 août, Citicorp a publié un communiqué sur les réparations. Là, on a dû inventer un bobard, je vous le dis. Et les petits mensonges à ce stade, c'était totalement moral. Il ne faut pas semer la terreur parmi les gens qui n'ont pas besoin d'être terrorisés. Nous étions terrifiés, il n'y a pas de doute à ce sujet. Plusieurs journaux en ont parlé, mais ils n'avaient pas tous les détails. Puis le messurier a reçu un message. Le New York Times tentait de le joindre. S'il ne répondait pas, il saurait qu'il y avait quelque chose. Alors, je me suis préparé un martini et à 6h01, j'ai composé le numéro du New York Times. Je décroche et eux aussi décrochent. C'est un répondeur qui dit « Le New York Times est en grève depuis 6 heures. » Non seulement le New York Times est en grève, mais tous les journaux de New York sont en grève jusqu'en octobre. Nous avons donc eu un blackout médiatique et c'était la meilleure chose qui puisse arriver.
La presse les avait lâchés et le temps était magnifique. Les travaux de réparation se poursuivaient sans accroc. Mais la fin août a apporté la nouvelle que tout le monde redoutait. L'ouragan Ella commence à se former dans les Caraïbes. Et c'est la tempête qui les inquiète le plus. Les réparations étaient déjà à moitié terminées à ce moment-là. Je pense que c'était une tempête qui se produisait une fois tous les 200 ans et qu'elle pouvait résister. Mais le messurier ne prenait pas de risque parce qu'il ne savait pas l'intensité de la tempête. Et c'était une tempête puissante. Il y avait donc une chance. Il y avait absolument une chance, et il devait se préparer à cette chance. Le vendredi 1er septembre, Ella se dirigeait vers New York, avec des vents atteignant 200 km/h. Les autorités de la ville se préparaient à commencer l'évacuation. La police ferait du porte-à-porte pour évacuer tout le monde dans un rayon de 10 blocs. Pendant 24 heures tendues, Ella a stagné autour de la Caroline du Nord. Comme le disait le messurier, on en bavait. Mais au cours de la nuit, l'ouragan Ella a soudainement changé de trajectoire et s'est dirigé vers la mer. Il s'est intensifié et a frappé le Canada avec des vents maximaux de 225 km/h. Mais Citicorp était en sécurité. Le messurier a décrit le matin suivant à New York comme étant le plus beau jour que le monde ait jamais vu. Ils ont terminé les réparations en octobre, seulement 6 semaines après que le messurier ait informé Citicorp. Maintenant, le bâtiment, selon le messurier, peut résister à une tempête qui se produit une fois tous les 1000 ans. Les réparations ont coûté entre 4 et 5 millions de dollars. Mais le messurier a soutenu que Citicorp avait approuvé un design de bâtiment initial qui coûtait 5 à 6 millions de dollars de plus. Donc ils étaient prêts à dépenser autant pour le gratte-ciel. Et pendant presque 2 décennies, le secret est resté dans un petit cercle restreint. Mais en 1995, le New Yorker a enfin dévoilé le projet Sérène. Loin d'être critiqué, le messurier a été salué pour avoir reconnu son erreur et corrigé le problème dès que possible. Après l'article, New York a mis à jour le code du bâtiment pour exiger les calculs des vents de 3/4. Et depuis ce premier amortisseur dans la Citicorp, les TMD se sont répandus à travers le monde, permettant aux architectes de rendre les gratte-ciel plus hauts et plus fins. C'est le premier grand bâtiment au monde jamais construit avec de l'aide mécanique pour faire fonctionner la structure. C'est remarquable. Incidemment, cela a maintenant été copié 100 fois au Japon. C'est devenu omniprésent et quand je vais au Japon, on me traite comme un dieu vivant parce que je suis le père du TMD. Je dis vraiment? Sur les 20 plus hauts bâtiments du monde, 6 comprennent un amortisseur de masse accordée. Et ils sont particulièrement critiques dans les régions sujettes aux typhons ou aux tremblements de terre. Par exemple, le Taipei 101 possède un immense pendule de 660 tonnes qui stabilise le bâtiment. Il peut résister à des vents de 200 km/h et à des tremblements de terre de magnitude supérieure à 6,8. Mais l'héritage de ce bâtiment est toujours marqué par la controverse. D'abord, qui était l'étudiant mystérieux qui a tout déclenché? Je pense que c'était au printemps 1978. Il y avait une étudiante à Princeton, une étudiante de premier cycle nommée Diane Hartley, qui étudiait l'ingénierie structurelle. Il était temps pour elle de réfléchir à un sujet de thèse et ils ont décidé qu'une étude sur la nouvelle tour Citicorp serait merveilleuse. C'est une thèse remarquable. Elle contient beaucoup des calculs d'ingénierie originaux réalisés par les ingénieurs. Elle regarde la documentation. Où ont-ils pris en compte les vents de 3/4? Et elle ne les voit pas. Vous savez, je dois me tromper, dit-elle. Elle n'est qu'une étudiante de premier cycle. Et vous êtes des ingénieurs en structure primée. L'ingénieur explique à Diane Hartley que les vents de 3/4 ne sont pas un facteur dans ce bâtiment. Elle est donc satisfaite. Elle obtient son diplôme et c'est tout. Elle n'y pense plus. Mais un an après l'article du New Yorker, la BBC a diffusé un documentaire sur la crise. Et là, elle tenait son bébé et elle allume la télévision. Et là, elle entend la référence à une conversation avec une étudiante en ingénierie du New Jersey qui a contacté le messurier. Et elle a dit « J'ai failli faire tomber mon bébé ». Elle pensait qu'après, pendant des années, que ce n'était pas elle, car elle n'avait pas parlé à le messurier. Mais en 2003, son directeur de thèse a dit à Diane qu'il avait vérifié tous les autres programmes d'ingénierie et d'architecture du New Jersey et personne d'autre ne travaillait sur un projet concernant Citicorp en 1978. C'était elle la seule.
Elle n'a jamais eu de conversation personnelle avec le messurier. Elle n'a jamais affirmé l'avoir fait. On supposait que soit le messurier avait fait une erreur et que c'était Diane Hartley qui avait passé l'appel, car c'était une femme. Soit plus probablement que le messurier avait été averti par ses ingénieurs de New York. Puis, en 2011, un homme nommé Lee de Carolis s'est manifesté. Et l'appel, tel que nous le comprenons, venait d'un étudiant du New Jersey Institute of Technology. Il s'appelait Lee de Carolis. Il ne demande pas d'argent. Il ne demande pas de gloire ou de célébrité. Il dit juste « c'est intéressant » et c'est moi qui ai passé cet appel. Et il dit « oui, j'ai eu une conversation avec Bill le messurier » et ça correspond à ce que le messurier a lui-même dit. Malheureusement, le messurier est décédé en 2007 avant qu'il ne puisse confirmer l'identité de l'étudiant. Croyez-le ou non, 40 ans plus tard, il y a encore, d'après ce que j'ai appris, beaucoup de rancœur à ce sujet. Les gens ne sont pas pressés de parler de cela, surtout ceux qui y ont été impliqués. Même ceux qui n'étaient pas directement impliqués, mais qui y ont été indirectement liés. Nous avons contacté le Messurier Associates et ils ont refusé de répondre à notre demande. Vous pensez que celui qui porte le nom de leur entreprise s'est levé et a fait ce qu'il fallait, mais je ne pense pas qu'il veuille être associé à des erreurs. La description du projet pour Citicorp ne mentionne même pas les réparations. Le bâtiment a été vendu à Boston Properties en 2001, qui l'a renommé 601 Lexington. Ils n'ont pas non plus répondu à notre demande de commentaires et ont refusé de nous laisser filmer à l'intérieur du bâtiment. De nouvelles questions ont surgi en 2021 avec une nouvelle étude du National Institute of Standards and Technology. Ils voulèrent savoir si les vents de 3/4 étaient plus exigeants pour un bâtiment comme le Citicorp. Bien qu'ils aient en conclu que la pression des vents perpendiculaires était plus grande, leur analyse n'incluait pas la structure interne spécifique à Citicorp. Quant à Le Messurier, le domaine de l'ingénierie considère toujours ses actions comme exemplaires, et le cas de Citicorp est enseigné partout dans le monde comme un exemple d'éthique en ingénierie. En fait, dans mon propre cours d'éthique en ingénierie, j'ai appris l'histoire du bâtiment Citicorp. Et chaque ingénieur structurel vit cela lorsqu'il ressent vraiment le poids de la responsabilité. Vous dites, sur la base de mon ingénierie, ce bâtiment va tenir debout, personne d'autre ne s'en inquiète. Donc, si vous pensez à la pression émotionnelle que Bill le Messurier a subie, puis à la nécessité de revenir et de faire quelque chose à ce sujet, de mobiliser et de soutenir tout le processus, c'est vraiment une histoire remarquable. Je veux dire, je ne peux même pas imaginer cela. Je ne peux pas imaginer ça. J'ai dit, écoute, si tu as obtenu une licence de l'État et une certification de l'université en premier, et maintenant tu vas utiliser cette licence pour te présenter comme un professionnel, tu as une responsabilité qui va au-delà de toi-même. Si vous voyez quelque chose qui représente un risque social, bon sang, cette chose pourrait tuer des milliers de personnes, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose.